Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur un chasseur français emblématique de la Seconde Guerre mondiale, le Morane Saulnier 406. Emblématique car il symbolise à lui seul l'infériorité technique dans laquelle s'est retrouvée notre armée de l'air en mai 1940 face à l'envahisseur nazi, ce qui a conduit à la pire défaite de notre histoire moderne. L'avion était pourtant contemporain de son principal opposant, le Messerschmitt 109. Il était aussi contemporain du Hurricane britannique et même du Spitfire. Pourtant, la définition du programme des avions que je viens de citer, le premier vol du premier prototype, même la première commande publique, ont tout eu lieu à peu près à la même époque, à quelques mois près. Et qu'est-ce qui a merdé chez nous? Eh bien, nous allons examiner cela. La naissance du Morane 406 remonte au programme C1, C1 pour chasseur monoplace, qui est initié par l'armée de l'air au mois de mars 1934. À l'époque, elle est dirigée par le général Denain, en fait, il est ministre de la guerre. Et ce programme est destiné à équiper les unités d'un chasseur moderne. Alors on est à ce moment-là à une époque de transition technologique dans l'aéronautique, où les biplans de chasse à train fixe et entoilés commencent à céder la place aux monoplans métalliques. En 1934, le chasseur standard de l'armée de l'air, c'est le biplan Nieuport de l'Âge 62, qui lui-même est en cours de remplacement par un monoplan métallique à train fixe, le DeWattin 500, 501 et même 510 pour ses autres versions. Ce DeWattin 510 donc est issu du précédent programme C1 qui datait de 1930. Donc le nouveau programme C1 de 1934 est finalisé le 14 novembre 1934 et il demande un appareil équipé d'un moteur développant entre 800 et 1000 chevaux capable d'atteindre les 400 km/h, de monter à 8000 mètres en moins de 15 minutes et qui doit être armé soit d'un canon de 20 mm et de 2 mitrailleuses, comme c'est le cas d'ailleurs de DeWattin 500 et 510, ou bien de 2 canons, ou bien de 4 mitrailleuses. Il doit atteindre 4000 mètres en 6 minutes. La société Morane Saulnier, c'est une société qui a été créée au début des années 1900, avant la Première Guerre mondiale, elle présente un appareil qui répond à ce nouveau programme C1 et qui est dénommé le Morane Saulnier MS-405 C1. L'équipe technique de la firme a un directeur qui s'appelle Paul-René Gauthier, c'est un ingénieur des arts et métiers. Avec son équipe d'ingénieurs, il conçoit alors le tout premier chasseur moderne qui entrera en service au sein de l'armée de l'air, au sens où on l'entend pour des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un chasseur monoplan, à cabine fermée, équipé d'un train d'atterrissage escamotable et d'une hélice à pas variable. Ceci dit, il est toujours construit, comme les anciens biplans, autour d'un bâti métallique et il porte encore des surfaces entoilées sur le fuselage et ses ailes sont en bois, ou plus exactement en plimax, c'est-à-dire en contreplaqué sur laquelle est collée une feuille de duralumin. Le Morane 405 est armé d'un canon de 20 mm qui tire à travers le moyeu de l'hélice qui est alimenté par un tambour de 60 obus et de 2 mitrailleuses légères dans les ailes qui sont alimentées par un tambour chacune de 300 cartouches. Le moteur est un Hispano-Suiza 12Y GRS, c'est-à-dire à 12 cylindres en V, qui développe 860 chevaux. Plus tard, ce sera le 12Y31 sur les avions de série. Alors le gros défaut est que le moteur est refroidi par un radiateur escamotable. Baissé, il refroidit parfaitement le moteur, mais il se comporte comme un véritable aérofrein, tandis que remonté, il offre évidemment plus de finesse à l'avion, mais il fait surchauffer le moteur. Il y a un autre défaut qu'a l'appareil, et qui n'apparaît à personne à l'époque, c'est l'absence complète de blindage, que ce soit pour le pilote, mais aussi pour les circuits hydrauliques qui commandent le train d'atterrissage, le radiateur escamotable ou même l'armement. Il n'y a pas non plus de réservoir auto-obturant, ni de réchauffage des mitrailleuses d'ailes qui vont de ce fait rapidement s'enrayer en altitude. Alors, le Morane 405 effectue son premier vol chez son constructeur le 8 août 1935 aux mains du célèbre pilote d'essai Michel Detroyat. Alors qu'il poursuit ses essais, le programme C1 est modifié le 16 novembre 1935 et exige désormais une vitesse de pointe de 450 km/h, soit 50 km/h de plus par rapport aux précédentes spécifications pour lesquelles l'appareil a été conçu. Alors bon, évidemment, c'est un handicap, il faut s'adapter, mais tous ses concurrents doivent le faire. Alors, le Morane 405 finit ses essais en vol chez le constructeur et il est livré à l'armée de l'air au centre d'essai du matériel aérien, c'est-à-dire le CEMA, qui est à Villacoublay, pour y être évalué par les militaires. Il y développe ses essais en vol le 15 mars 1936, peu avant son seul concurrent du programme C1, qui va être testé par le CEMA, c'est le Nieuport 161, qui est équipé du même moteur
et lui qui débute ses essais le 9 mai suivant. Donc il y a 4 autres concurrents qui ont été développés par des constructeurs, mais qui finalement ne seront pas testés par le SEMA. Vous avez le Loire 250, qui est un monoplan métallique, à moteur en étoile Hispano-Suiza 14HA79, qui développe 980 chevaux. Le problème, c'est que c'est un moteur qui est très peu fiable, donc il sera abandonné. Le Dewatin 513, un monoplan métallique, équipé du même moteur que le Morane, c'est toujours le 12YGRS, mais qui se révèle très instable. Son moteur est insuffisant refroidi et son train d'atterrissage escamotable est un mécanisme très compliqué, donc il est abandonné. Quant au bloc 150, c'est un monoplan entièrement métallique, doté d'un moteur en étoile Gnomerone 14N35 qui développe 910 chevaux. Eh bien, vous pouvez voir sur cette image, il va se révéler incapable de décoller. Donc, il va être abandonné. Et dernier concurrent, le Blériospad 710, c'est un biplan métallique à train escamotable qui est équipé, encore une fois, de l'Hispano 12Y GRS, mais qui n'est même pas prêt. De toute façon, sa formule biplane est périmée. Donc, le Morane Saulnier 405, après avoir fait ses essais en vol, va commencer ses essais de tir et d'armement le 28 mai 1936 au centre de Cazaux pour terminer son évaluation le 18 juillet suivant. Un rapport qui est rédigé par le capitaine Vernolm, un des officiers du SEMA, souligne ses excellentes qualités de vol et sa maniabilité. Mais on sait également, par sa notice technique, que vous pouvez voir sur Gallica, que la vitesse maximum du premier Morane 405 n'était que de 443 km/h à 4000 mètres, ce qui était inférieur aux spécifications du programme C1 qui exige maintenant 450 km/h. Quelques semaines après, son concurrent, le Nieuport 161, termine ses essais en vol, c'est le 9 juin exactement, puis il entre à Cazaux le 13 août pour faire des essais de tir, mais il est victime d'un accident mortel pour son pilote le 22 septembre. On sait que le prototype du Nieuport 161 avait atteint la vitesse de 478 km/h à 4000 mètres. Ce sera pourtant le Morane 405 qui va être choisi par les pouvoirs publics. À leur tête, le ministre de l'Air, Pierre Cotte. La question évidemment de savoir pourquoi. Alors là, la question est simple, la réponse est compliquée. Il peut avoir été choisi tout simplement pour de meilleures qualités de vol, mais il y a aussi des considérations politiques qui doivent être prises en compte. Alors que le Front populaire est arrivé au pouvoir après sa victoire électorale aux élections législatives, qui se terminent le 3 mai 1936, des grèves ont éclaté avant même la formation du gouvernement dans les usines d'aviation Breguet du Havre. Le 11 mai, 600 ouvriers et 250 employés des usines Breguet arrêtent le travail pour demander la réintégration de 2 militants licenciés pour avoir fait grève le 1er mai. L'usine est occupée par les ouvriers et les tentatives de la police pour déloger les grévistes échouent. Et on a même les dockers du Havre qui se solidarisent des grévistes et qui se mettent en grève à leur tour. En 2 jours, donc, les grévistes obtiennent satisfaction. Et le problème, c'est que le mouvement s'étend. Le 13 mai, c'est le tour des usines Latécoère à Toulouse, puis le 14 mai, celle de Bloch à Courbevoie, qui sont en grève et qui sont occupées par les ouvriers. Donc le mouvement se répand comme une traînée de poudre dans l'industrie aéronautique, mais après gagne tous les secteurs de sa société, tous les secteurs du monde du travail. Donc à Saint-Nazaire, les usines Loire-Nieuport se mettent également en grève avec occupation des locaux par des ouvriers. Et ces grèves échappent au contrôle du gouvernement qui les voit d'un très mauvais œil parce qu'elles l'affaiblissent, et tout particulièrement dans le secteur de la défense. Et dans le secteur de la construction aéronautique. Donc ces usines vont être nationalisées par une loi qui est adoptée à l'été 1937 et toutes les usines aéronautiques françaises vont être regroupées en 6 sociétés nationales de construction aéronautique, on appelle ça les SNCA. Et légalement, les 2 principaux motoristes français, la société Hispano-Suiza et la société Gnomerone, vont être nationalisés. Tous non, parce que la société Morane Saulnier, elle s'est pas mise en grève pendant le mois de mai-juin 1936, et elle est probablement considérée comme bien plus sûre par le ministre de la Guerre Édouard Daladier, qui est très anticommuniste, et le ministre de l'Air Pierre Cotte. Donc il est possible que ce soit une des raisons qui ait conduit au choix finalement du Morane Saulnier 405, sans qu'on en ait véritablement la certitude. En tout cas, la société Morane Saulnier ne sera pas nationalisée. Donc le prototype du Morane Saulnier 405 est alors acheté par l'État le 10 novembre 1936.
Peu de temps après, le 27 novembre 1936, le ministre de l'Air Pierre Cotte signe une lettre de commande d'une présérie de 15 appareils, une décision qui est confirmée par un marché qui est ratifié le 1er mars 1937. Pierre Cotte, à cette époque, est très pressé puisque on est à une époque où l'Allemagne réarme, a remilitarisé la Rhénanie en mars 1936, puis est intervenu dans la guerre d'Espagne en s'alliant avec l'Italie fasciste. Donc, il est plus que temps de réarmer l'aviation française avec des appareils modernes et d'aller vite. Mais entre ce souhait et la réalité, il y aura un immense fossé. C'est là, en fait, que le développement du Morane Saulnier 405 va partir en sucette, parce que toute l'année 1937 va littéralement être perdue à réaliser des essais et des démonstrations du prototype, et même du deuxième prototype, un deuxième est construit, mais sans que les appareils de pré-série, pourtant commandés, ne soient livrés. Donc le premier prototype fait sensation au meeting international de Bruxelles et Verre qui a lieu au mois de juin 1937 et il y est qualifié de meilleur chasseur du monde. Le pilote d'essai Detroya le ramène de Bruxelles aux usines Morane de Puteaux à la vitesse moyenne de 430 km/h, c'est un record. Cependant, donc, je disais, il n'y a que 2 prototypes en état de vol, alors que l'Allemagne, de son côté, elle a déjà produit 20 Messerschmitt 109A, c'est-à-dire de la pré-série, et s'est même lancé dans la production de la première version de série, c'est le Messerschmitt 109B1, qui équipe d'ailleurs un premier groupe de chasse, le 2 Jäger Group 132 Richthofen, qui est situé à Jugerborg Damm, c'est-à-dire près de Berlin. L'Allemagne, elle engage déjà 6 Messerschmitt 109A, c'est-à-dire des prototypes, qui ont leur moteur gonflé, au meeting international de Zurich-Dubendorf qui a lieu entre le 23 juillet et le 1er août 1937. Et donc là, plusieurs nations européennes y mettent leurs appareils et il y a une petite compétition de vitesse, de navigation, etc. Les Messerschmitt 109 vont humilier la délégation française qui n'est venue qu'à bord de Dewatin 510. Forcément, il n'y a pas de Morane 406 qui est disponible. Les Dewatin 510 français vont se faire distancer dans presque toutes les épreuves, dont évidemment surtout celle de vitesse. Donc je disais que le Messerschmitt 109 est testé au combat en Espagne, et à la fin de l'année 1937, on a déjà la dernière version, qui est la version D1, elle est produite au mois de décembre, et le premier groupe de chasse équipé de cette version D est opérationnel à Gezo, près de Dresde, c'est le 1 Jäger Group 131. Donc, pendant ce temps, en France, le gouvernement du Front Populaire, il a ordonné la mise en production du chasseur Morane en commandant au mois d'avril 1937 un autre lot de 50 exemplaires à la nouvelle Société nationale SNCAO, c'est-à-dire Société nationale de construction aéronautique de l'Ouest, et qui regroupe les anciennes usines Breguet de Nantes, mais aussi Loire-Nieuport de Saint-Nazaire. Ces usines vont être complètement désorganisées par les nationalisations et la mise en place des chaînes de production est particulièrement longue. Les premiers appareils de pré-série, c'est-à-dire 15 Morane 405 C1, qui ont été commandés en novembre 1936 à la société Morane Saulnier de Puteaux, vont être produits de manière artisanale et ne vont être livrés au compte-gouttes qu'entre le mois de février 1938 et celui de décembre 1938. Donc on a bien perdu un an. La société Morane, elle a beau recevoir une nouvelle commande de 90 exemplaires le 12 avril 1938, il n'y a toujours pas, au moment de l'année 1938, de Morane en service dans l'armée de l'air, en dehors d'une escadrille expérimentale qui est constituée au sein du groupe de chasse 1-7 et qui touche les premiers Morane 405 de pré-série à compter du mois de mai 1938. Donc on n'a toujours pas véritablement de chasseurs modernes opérationnels en 1938. Cette absence d'ailleurs de chasseurs modernes pèse lourd dans la crise des Sudètes qui a lieu au mois de septembre, qui voit la fin de la Tchécoslovaquie et dans lequel le gouvernement français a cédé aux exigences d'Hitler. Il fallait prendre en compte au fait qu'il savait que son armée de l'air n'était pas prête. En attendant, un des Morane 405 de pré-série, le numéro 4, va servir de base pour la version de série définitive qui va être dénommée Morane 406 C1 et qui vole, lui, au mois de mai 1938. Alors, extérieurement, elle se distingue surtout par l'abandon de la petite génératrice qui est située dans la casserole d'hélice
et par la pose d'un arceau de sécurité pour le pilote dans le poste de pilotage. Mais son moteur, qui va être l'Hispano 12Y31, toujours 860 chevaux, même puissance que le 12Y CRS, va être équipé d'un réducteur, qui s'appelle le 2 tiers, qui est beaucoup plus efficace et qui améliore les performances. Et c'est là que l'appareil atteint sa vitesse, qui est de 486 km/h à 4000 mètres. Alors, c'est un chasseur, au niveau des performances, qui est supérieur au Messerschmitt 109D. Que ce soit en vitesse, le Messerschmitt 109D vole à 470 km/h, en maniabilité et en armement. Le Messerschmitt 109D n'a que 4 mitrailleuses. Le Morane 406 a un puissant canon de 20 mm. Malheureusement, au même moment, c'est-à-dire début été 38, où les premiers Morane 405 sont livrés aux escadrilles, Messerschmitt, lui, expérimente déjà la version E de son chasseur, qui offre un gain de performance très important que lui donne son puissant moteur Daimler-Benz 601 qui fait 1175 chevaux. Ça lui donne une vitesse de 560 km/h. Donc il est produit, le Messerschmitt 109E est livré aux escadrilles allemandes en janvier 39, à peu près en fait au même moment où les Morane 406 arrivent dans les escadrilles françaises. Ils sont en fait dépassés dès leur livraison. Donc la SNCAO a en effet livré son premier Morane 406 de série au mois de juin 1938. Le premier groupe à recevoir ces Morane, c'est le groupe de chasse 1-6 au mois de décembre 1938, qui est suivi du 1-7, le même groupe qui avait expérimenté les Morane 405. Le 12 janvier 1939, une commande massive de 109 exemplaires est adressée à 3 sociétés nationales, la SNCAO, la SNCA-M et la SNCA-C, qui devront chacune produire le chasseur. Mais le ministre de l'Air de l'époque, M. Guy Lachambre, va rationaliser la production et va laisser le monopole de l'assemblage final à la SNCAO de Nantes, tandis que les 2 autres sociétés nationales vont produire des sous-ensembles. C'est véritablement donc au début de l'année 1939 que la production décolle et va atteindre un total de 1085 exemplaires. Alors on n'est pas véritablement sûr du chiffre, on sait que le 1083 c'est le numéro de série le plus élevé qu'on ait relevé. Donc si on y ajoute à ces 1083 exemplaires les 2 prototypes, on arrive à 1085. Mais il y a eu peut-être une dizaine d'autres exemplaires qui ont été produits, on n'en est pas sûr. Enfin en tout cas, au mois de septembre 1939, quand débute la Deuxième Guerre mondiale, la moitié à peu près de cette production est réellement sortie des chaînes de montage, puisqu'il y a 573 Morane 406 qui ont été livrés à l'armée de l'air. Donc si on y ajoute les 200 Curtiss H-75 que l'armée de l'air a achetés en Amérique, il y a alors 773 chasseurs modernes en service dans l'aviation française. Alors qu'au même moment, de l'autre côté du Rhin, il y a 235 Messerschmitt 109D et déjà 850 redoutables Messerschmitt 109E, soit 1085 chasseurs modernes. Donc il faut bien voir que l'insuffisance de l'aviation française, elle est à la fois quantitative et bien sûr qualitative. Donc on note que la société Morane a réalisé à cette période une version améliorée de son appareil dans le cadre d'un nouveau programme de l'armée de l'air, le programme A23, que l'armée de l'air a lancé en 1937 et qu'elle a notifié à toutes les sociétés nationales de construction aérienne, demandant la réalisation d'un chasseur monoplace capable d'atteindre la vitesse de 520 km/h. La société Morane-Saulnier a alors présenté le Morane-Saulnier 450, qui est en fait plus un nouvel appareil qu'une version améliorée du Morane 406. Là, il bénéficie d'un moteur Hispano-Suiza 12Y51 qui développe 1100 chevaux. Le fuselage du Morane 450 est cette fois-ci construit de manière entièrement métallique, en duralumin, y compris le revêtement, donc il n'y a plus de surface entoilée. Et cette fois-ci, il englobe le radiateur dans le fuselage, donnant un aspect ventru à l'appareil, comme vous pouvez le voir. Il ne garde du Morane 406 en fait que la voilure. C'est pratiquement la même aile qui est toujours construite en Plimax, c'est-à-dire du duralumin qui est collé sur une surface en contreplaqué, mais il est quelque peu modifié pour recevoir 4 mitrailleuses d'aile. Donc le Morane 405 a fait son premier vol le 14 avril 1939, il a été livré au CEMA le 6 juin, mais il n'a pas été retenu par l'armée de l'air, qui lui a préféré le Dewattin 520. Seuls 3 prototypes ont été construits. Donc de ce fait,
la construction du Morane 406 était prévue de s'arrêter après l'exécution de la grosse commande de janvier 1939. Après, donc, c'est à peu près 1000 exemplaires. Et comme d'ailleurs le précise une note de la direction technique et industrielle de l'armée de l'air, qu'on trouve, qui est datée du 24 mai 1939, et qui dit textuellement « La commande des avions Morane sera arrêtée après la livraison des 1061 appareils actuellement commandés. » Mais si l'armée de l'air ne prévoyait pas la poursuite de la production de versions améliorées du Morane 406, elle a quand même tenté d'améliorer les Morane 406 déjà sortis des chaînes de montage. Le 19 octobre 1939, le service technique de l'armement aérien demande le montage de l'aile du Morane Saulnier 450 sur un avion Morane 406 de série, tout juste sorti des chaînes. Et on va prendre donc ce Morane qui portait le numéro 1028 et lui mettre cette aile. Alors l'aile, elle est équipée de 4 mitrailleuses qui sont réchauffées en altitude, alimentées par une bande qui a entre 500 et 700 cartouches par arme, contre les 300 dans les tambours d'aile du Morane 406. On a installé également sur cet appareil un pare-brise blindé, tandis que sur d'autres appareils, on va tester un nouveau radiateur fixe, bien plus aérodynamique, ainsi que des pipes propulsives, et on va même équiper ces avions d'une roulette de queue. Donc là, sur ces avions qui seront nommés les Morane 410, la vitesse maximum va passer à peu près 509 km/h. Morane reçoit un marché en février 1940 pour modifier environ la moitié des Morane 406 existants, en étant aidé par la SNCAC de Bourges qui, elle, doit fabriquer les nouvelles voilures. Donc malheureusement, l'attaque allemande du 10 mai 1940 ne va pas donner le luxe à l'armée de l'air de renvoyer ces Morane 406 en usine alors que les combats font rage, vous imaginez bien. Il n'y a seulement que 3 Morane 406 qui vont être transformés complètement en Morane 410, mais il y en aura une douzaine d'autres qui vont recevoir des modifications partielles, c'est-à-dire soit l'aile, soit le moteur, enfin voilà. Intéressons-nous maintenant à l'épreuve du feu. Au début du conflit, l'armée de l'air ne dispose que 14 groupes de chasse équipés de matériel moderne. Je ne vous parle même pas de ceux qui sont encore équipés de Watine 510 ou même d'appareils plus anciens. Donc sur ces 14 groupes de chasse, il y en a 10 qui sont sur Morane 406 et 4 sur Curtiss H75. Vous pouvez les voir ici sur la carte. Donc, ces Morane 406, il y en a 573, dont 347 qui sont livrés dans les unités. Les autres sont dans les réserves ou les ateliers de réparation. C'est donc là que commence le moment de vérité pour le Morane 406, c'est l'épreuve du feu. Et pour tout vous dire, ça commence par un funeste présage. Quelques jours avant la déclaration de guerre, il y a 7 Morane 406 du groupe de chasse 3-3 qui est envoyé prendre position dans le sud de la France, des fois que l'Italie entre en guerre. Ils vont décoller de Dijon et vont se perdre dans le plafond nuageux dans la vallée du Rhône. Le chef de patrouille va décider de passer sous la couche nuageuse pour se repérer et toute la patrouille va percuter le sol. 6 Morane s'écrasent au prix de 3 pilotes tués et 3 autres blessés. Il y a 3 Morane qui parviennent à redresser in extremis à la cime des arbres d'une forêt et vont venir à leur terrain avec des branches dans les ailes. Alors, très vite, il va y avoir des combats sur un front qui est statique, qui est en fait à l'abri de la ligne Maginot. Rappelons-nous que la Pologne est attaquée et l'armée française ne fait rien, ne bouge pas. Le gouvernement sait que le matériel français est très inférieur, l'équipement de l'armée est très inférieur et cherche à gagner du temps pour permettre justement de s'équiper. Donc pas d'opération terrestre, mais des combats aériens. Et ces combats aériens ont lieu donc sur la ligne de front, et plus rarement à l'intérieur du territoire français quand se hasardent des avions de reconnaissance allemands. Donc en 35 combats aériens, les Morane 406 vont parvenir à descendre 16,5, c'est-à-dire il y a un avion qui a été partagé avec un autre groupe, 16,5 de ces avions de reconnaissance. On connaît les statistiques très précises parce qu'on a les archives françaises et les archives allemandes qui sont intactes. Donc 16,5 avions de reconnaissance allemands. En fait, il n'y en a que 14,5 qui ont vraiment été détruits. Pour 2 cas, les avions sont retournés chez eux, mais un peu endommagés. Donc au total, il y avait 9,5 Dornier 17, 3 Henkel 111 et 3 Henschel 126 d'observation, ainsi qu'un malheureux Junker 52 de transport qui s'est aventuré un peu trop près des lignes.
Et là, on peut voir dans les rapports de combat qu'ils ont eu toutes les peines du monde à rattraper les avions de reconnaissance, surtout le dernier 17, dont la vitesse de pointe est pourtant de 427 km/h. Il est supposé être 60 km/h plus lent que les Morane, mais des fois, il n'arrive même pas à le rattraper. Pourquoi? Il apparaît en fait que la vitesse du Morane 406, qui est annoncée à 486 km/h dans sa notice technique, elle n'est que théorique. Et elle devait concerner le prototype tout neuf et bichonné, voire même peut-être allégé de son armement. Car dans les faits, le centre de réception des avions de série, le CRS, mentionne lui une vitesse de 465 km/h à exiger des appareils qui sont munis d'une hélice chauvière, 462 s'ils ont une hélice ratier, et même 457 km/h s'ils ont l'hélice hispano. Il y a aussi un fait aggravant, c'est que les Morane stationnent dehors, sous la neige, pendant l'hiver 39-40, ce qui dégrade encore leur performance. Donc écoutons le témoignage d'un aviateur, le sergent Pierre Boileau, qui était pilote au groupe de chasse 2-7, stationné à Luxeuil-les-Bains. Écoutez-les. Le Morane 406 était crédité d'une vitesse de 450-460 km/h quand il était neuf, mais les nôtres qui avaient passé un hiver entier au mauvais temps des Vosges, à Luxeuil-les-Bains, volaient à peu près à 400 km/h au maximum, pour des tas de raisons assez techniques, assez compliquées. Donc la vitesse de pointe réelle du Morane atteignait au mieux les 460 km/h, et si elle était handicapante contre les avions de reconnaissance, elle l'était encore plus contre les chasseurs. Car on connaît aussi précisément les engagements qui ont été menés par les Morane 406 pendant les 8 mois de drôle de guerre contre les chasseurs allemands. Alors, contre le Messerschmitt 109D à moteur jumeau, le Morane est équivalent en vitesse, il est supérieur en maniabilité et en armement. Donc là, ça s'est bien passé contre le Morane 109D. Les chasseurs français ont pris l'avantage. Mais le problème, c'est que ce Messerschmitt 109D, il est en voie de disparition au front. Il n'y a eu que 2 combats contre des Morane 406. Les Morane 406 ont détruit 3 Messerschmitt 109D contre la perte de 1 des leurs. Le principal modèle qui est mis en ligne par les Allemands, et en fait dès le début de la guerre, c'est bien le Messerschmitt 109E à moteur Daimler-Benz, dont la vitesse de pointe est plus rapide de à peu près 100 km/h que celle du Morane, qui n'a pour lui en fait que sa maniabilité, parce que savent utiliser les pilotes français pour esquiver les coups dans un combat en fait qu'ils subissent. Écoutons à nouveau le témoignage du sergent Pierre Boileau. Il a eu 13 victoires aériennes. La première de ces victoires, il l'a remportée pendant la drôle de guerre contre un Messerschmitt 109E. Voilà comment se sont passés les premiers engagements. Alors, au début janvier, nous avons eu un engagement très sérieux avec des Messerschmitt 109. Alors, c'est le premier engagement contre les Messerschmitt 109. Nous protégeons un Potez 63 qui allait photographier les travaux de ce qu'on appelait la ligne Siegfried, mais c'était un bien grand mot, c'était quelques travaux de fortification sur la rive droite du Rhin. Et nous avons rencontré la même mission allemande, un Dornier 17 protégé par des Messerschmitt. Alors, à cette époque, nos avions de chasse, Morane, montaient moins bien que les avions d'observation Potez 63. Et les gens de la reconnaissance faisaient un malin plaisir de nous laisser sur place, et ils étaient toujours en avant de nous et plus haut, si bien que notre protection était absolument inefficace. Et nous nous sommes rencontrés de la façon suivante. Le Potez 63 à même hauteur que le Dornier 17, les Messerschmitt 109 qui eux étaient beaucoup plus performants que le Dornier 17, un peu en arrière et au-dessus, et les Morane 406 qui montaient moins bien que le Potez 63, en arrière et en dessous. Alors on ne pouvait vraiment pas être plus mal engagé. Instantanément, ça a été une pagaille noire, une succession d'engagements individuels, et les 2 avions de reconnaissance se sont éclipsés sans demander leur reste, et les 9 Morane se sont expliqués avec les 8 ou 10, je ne sais plus combien, ou 12 Messerschmitt qui étaient là. Je crois qu'ils volaient par 8 à cette époque-là, les Messerschmitt. Alors le nombre, on était en état d'égalité. Là n'était pas le problème. Le problème était vraiment dans le manque de performance de notre avion, qui nous avait amené à des conditions d'engagement difficiles. Et dans le combat qui a suivi, nous nous sommes rendus compte, c'est là que nous nous sommes rendus compte tout de suite que le Morane 406 ne faisait pas le poids contre le Messerschmitt 109. Parce qu'il était impossible de suivre un Messerschmitt 109 qui partait en piqué, il était impossible de le suivre lorsqu'il partait en cabré. Alors il n'y avait plus que le combat au voisinage du plan horizontal,
ce qui faisait que les Allemands le savaient très bien d'ailleurs, et ils ne s'y hasardaient pas, et ce qui faisait que c'était un véritable dialogue de sourds. Les Morane tournaient en rond au voisinage du plan horizontal et les Messerschmitt faisaient des montées et des descentes. C'est ce qu'on appelle maintenant le yo-yo dans le jargon des chasseurs. C'est exactement ça à ce moment de la France. Donc au niveau des statistiques, le Morane 406 a affronté les Messerschmitt 109E à 34 reprises pendant les 8 mois de drôle de guerre, au cours desquels ils ont abattu 8 chasseurs allemands contre la perte de 12 des leurs. 6 pilotes ont été tués durant ces combats, les autres ont pu se parachuter. Donc le bilan vraiment n'est pas fameux. Précisons que le bimoteur Bf 110 a aussi été rencontré et affronté à 3 reprises par les Morane 406, qui en ont abattu un contre la perte de l'un des leurs. Donc Pierre Boileau témoignait que même avec les performances du Morane, on pouvait faire face contre ce chasseur bimoteur assez peu manœuvrant. Donc au total, durant les 8 mois de drôle de guerre, entre donc, le 3 septembre 1939 et le 10 mai 1940, les Morane, dont les groupes de chasse ne sont pas en fait au plus près des lignes, ont revendiqué un total de 27,5 victoires sûres, dont 23,5 ont été effectivement officiellement homologuées par l'armée de l'air. Cela représente un peu moins de la moitié des quelques 69 victoires sûres qui ont été revendiquées, 64 ont été homologuées, par l'aviation française durant cette période. En fait, ce sont les groupes de Curtis qui se taillent la part du lion, malgré le fait d'être plus de 2 fois moins nombreux que les Morane 406. Donc côté perte, les pilotes de Morane ont déploré 7 tués, 2 prisonniers et 6 blessés durant cette période. Mais le ciel tombe véritablement sur la tête de l'armée française le 10 mai 1940 lors de l'attaque allemande. Ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que la part du Morane 406 a déjà diminué par rapport à la situation 8 mois plus tôt au moment de la déclaration de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mise en service de nouveaux avions, comme le Block 152, mais aussi le Dewatin 501, qui commence à relever les Morane, puisqu'au 10 mai 1940, il y a 2 groupes de chasse, les groupes de chasse 1-3 et 2-3, qui sont à l'arrière, dans la région PACA, à l'entraînement sur ce type d'appareil. Le Morane, au 10 mai 1940, ne représente plus que 40% de l'effectif des chasseurs français en ligne, c'est-à-dire 10 groupes sur 25 présents en métropole. Il reste numériquement le plus important, puisqu'à ce moment-là, il y a 1074 Morane 406 qui ont été pris en compte par l'armée de l'air au 10 mai 1940, dont 412 se retrouvent en escadrille. Mais comme on peut le voir justement aussi sur cette carte, les groupes de Morane vont se retrouver véritablement en première ligne face à la déferlante allemande pendant 6 semaines de combats intenses. Ces défauts, qui sont déjà connus durant la drôle de guerre, vont être exacerbés. C'est-à-dire, je les résume, trop faible vitesse, qui rend difficile l'interception des bombardiers et qui oblige à subir le combat contre les chasseurs, laissant aux Messerschmitt 109E le loisir d'engager et de rompre le combat à leur guise. Il y a ensuite un armement trop faible, puisque les 60 obus du canon de 20 mm sont déjà une provision assez juste, mais surtout c'est les 300 cartouches des 2 mitrailleuses d'aile, elles sont, très insuffisantes. Aggravées par le fait que le montage des mitrailleuses, qui sont insuffisamment fixées, rend leur précision assez médiocre. Et comme elles ne sont pas réchauffées, elles ne fonctionnent pratiquement plus à haute altitude, c'est-à-dire au-delà de 4000 mètres. Le collimateur, qui est extérieur au cockpit, est de plus légèrement faussé aux hautes vitesses. Donc ensuite, on a l'absence de blindage, même si une plaque de blindage dorsale a fini à être installée pour le pilote. Et la conséquence de l'absence de blindage, c'est que c'est la vulnérabilité du système hydraulique. S'il est touché par une balle, ça entraîne la fin du fonctionnement des mitrailleuses, du train d'atterrissage ou du radiateur escamotable. De plus même, le train d'atterrissage est mal verrouillé et il lui arrive souvent de sortir en combat aérien lors de manœuvres brutales. Donc au final, après les 6 mois de campagne de mai-juin 1940, les pertes vont être très lourdes. Il y a eu 53 pilotes de Morane qui ont été tués au combat et plus 17 faits prisonniers. Plus encore que les pertes humaines, les pertes en matériel, elles, sont très importantes. Plusieurs groupes sont pratiquement anéantis lors d'attaques au sol ou de bombardements qu'effectuent systématiquement les aviateurs allemands. Le commandement français, lui, ne pense même pas à faire la même chose. Pourtant,
il y a bien eu 3 Morane 406 du groupe de chasse 1-3 qui avaient fait une telle attaque au sol contre un aérodrome allemand au tout début de la guerre, le 9 septembre 1939. Ça avait marché, ils avaient détruit au sol 2 Messerschmitt 109D, plus un avion de liaison, et la seule chose qu'ils en ont tiré, c'est une bonne engueulade de leur hiérarchie. De plus, l'emploi des chasseurs français est handicapé par le fait que le commandement est dispersé. Ils dépendent de plusieurs zones aériennes, dont les états-majors se marchent sur les pieds, alors qu'en 1918, la moitié de la chasse française et la totalité de l'aviation de bombardement étaient placées sous l'autorité d'un seul homme, le général Duval, qui d'un claquement de doigts pouvait envoyer une force aérienne considérable dans un point précis du front afin de concentrer les forces pour contrer une offensive allemande. Une telle organisation n'a pas lieu en 1940, et si les pertes des Morane sont très importantes pour les résultats médiocres que je viens d'exposer, elles ne sont pas maîtres au passif des seules insuffisances de performance du Morane, mais aussi des conditions de son emploi. Et ça, l'avion n'y peut rien. Alors, les Morane 406, pendant la campagne de mai-juin 40, vont revendiquer 164 victoires aériennes considérées comme sûres et 88 considérées comme probables. La hiérarchie militaire, elle va officiellement en homologuer 75,83. Je vous ai expliqué, certaines sont partagées avec d'autres groupes. C'est le plus mauvais résultat parmi les 4 chasseurs principaux, ramenés évidemment proportionnellement aux effectifs. Si on fait un ratio victoire contre perte, le Morane est le plus mauvais. Les autres chasseurs, je rappelle, étant le Curtiss H75, le Block 152 et le De Watine 520. Le meilleur groupe sur Morane, c'est le groupe de chasse 3-1 qui a revendiqué un total de 29 victoires sûres et 7 probables. Il est suivi du 3-3 qui en a revendiqué 25 et 7 respectivement. Et à l'opposé, vous avez le groupe de chasse 1-6 qui, pour 15 victoires sûres et 11 probables revendiquées, a perdu 12 pilotes tués et 12 blessés, avec la perte de 20 appareils au combat. C'est l'exemple d'un groupe qui est anéanti. Mais il n'est pas le seul. Le groupe de chasse 2-6, lui, a perdu la quasi-totalité de ses Morane lors d'un bombardement de son terrain le 16 mai 1940. Et d'ailleurs, il est transformé sur Block 152, puis sur De Watine 520 à cause de ça. On note que sur les 10 groupes de chasse sur Morane 406 au 10 mai 1940, il n'en reste plus que 4 au moment de l'armistice qui sont équipés de cet appareil. 5 en fait ont été transformés sur De Watine 520 au cours de la campagne et 1 sur Curtiss H75. Donc les 4 groupes malchanceux qui ont conservé leur Morane pendant toute la campagne, c'était les groupes de chasse 3-1, le 1-2, le 2-2 et le 1-6, qui 1-6 a eu le privilège de recevoir une pincée, quelques Morane 410 incomplets vers la fin de la campagne. Ça n'a évidemment rien changé. Donc le fait, pour vous dire, c'est que l'armée de l'air cherche à se débarrasser des Morane 406 comme une vieille paire de chaussures. Elle a tellement l'impression que c'est un avion à jeter qu'elle ordonne même vers la fin de la campagne au groupe de Morane d'aller attaquer au canon les colonnes de chars, espérant pouvoir en détruire un avec son canon de 20 mm. Enfin, il y a eu 15 pilotes de chasse français qui sont devenus des as aux commandes d'un Morane 406 dans les conditions héroïques que vous pouvez imaginer. Le meilleur d'entre eux était le sergent Édouard Lenigen, qui a revendiqué 10 victoires sûres et une probable sur Morane 406, on a eu 2 autres sur De Watine 520. 9 des victoires revendiquées sur Morane lui ont été officiellement homologuées. Je reviendrai sur ce personnage extraordinaire dans une prochaine vidéo. En attendant, le 25 juin 1940, c'est l'armistice. Quand s'arrêtent les combats, l'armée de l'air, elle a évacué tous ses groupes de chasse sur De Watine 520 et sur Curtiss H75 vers les possessions françaises d'Afrique du Nord. Les blocs 152 et les 4 groupes de Morane 406 qui restent n'ont pas le rayon d'action nécessaire, ils restent en métropole dans la zone dite libre, la zone sud. On compte également, pendant la campagne, il y a eu 3 groupes de chasse sur Morane 406 qui étaient en Tunisie, c'est-à-dire les groupes de chasse 2-5, le 1-9 et le 1-10, et ils n'y ont que très peu combattu. Ils ont eu quelques escarmouches contre des bombardiers italiens qui ont essayé de s'en prendre au port français d'Afrique du Nord. Pas grand-chose. Vous pouvez voir dans cette vidéo des archives françaises, un Morane 406 du groupe de chasse 3-5 en manœuvre dans le désert tunisien. Sur ces terres ensoleillées, où les populations vivent heureuses et
y a eu un autre groupe de chasse, le groupe de chasse 1-7, qui était un des premiers transformés sur Morane, qui lui a été envoyé au Levant, c'est-à-dire Liban, Syrie. Et pendant la campagne de 1940, eh bien, il est resté l'arme au pied, forcément. Donc, après l'application de l'armistice, il y a les commissions d'armistice allemandes et italiennes vont aller faire une inspection de tous les terrains français et vont dénombrer 453 Morane 406 en plus ou moins bon état dans la zone libre et dans les colonies, même si ce chiffre doit être pris avec précaution car l'armée de l'air a cherché à compliquer la place des inspecteurs allemands et italiens, on imagine bien. Mais ce chiffre indique une chose, c'est que près de 550 Morane ont été perdus au combat, soit plus de la moitié du stock. Alors on sait que précisément, il n'y a que 123 Morane qui ont été descendus en combat aérien, ce qui veut dire que 430 ont été perdus au sol ou abandonnés dans les phases de retraite successives qu'ont subi les groupes de chasse. Donc Vichy va très rapidement dissoudre tous les groupes équipés de Morane 406 et stocker tous les appareils restants en France comme en Afrique du Nord. Nombre d'entre eux d'ailleurs sont endommagés et vont être réformés, envoyés au pilon. Une part des appareils restants vont être utilisés pour l'entraînement des pilotes de l'armée de l'air d'Armistice, à Salon-de-Provence notamment, mais aussi à Toulouse-Francazal où se forme un petit escadron d'entraînement. La vie opérationnelle du Morane 406 aux couleurs françaises semble alors terminée. Mais en fait, elle va se prolonger dans l'empire colonial français où plusieurs exemplaires, dans des escadrilles du bout du monde, vont être impliqués dans des combats contre les Britanniques ou contre les Japonais. Le premier de ces conflits oubliés a lieu en Indochine, qui est la colonie française la plus éloignée. Au mois d'août 1939, le gouvernement envoyait en Indochine une douzaine de Morane 406 livrés en caisse par voie maritime. Ils vont former une escadrille coloniale, c'est-à-dire le C-2-595, basée à Hanoï, au nord de la colonie, au nord du Vietnam, pour protéger le nord de l'Indochine française d'éventuelles incursions japonaises qui à cette époque est en guerre contre la Chine. Par Hanoï passe également une ligne de chemin de fer qui va jusqu'à Kunming. C'est une ville du sud de la Chine qui est contrôlée par le gouvernement chinois et qui constitue un point de ravitaillement important pour le gouvernement chinois qui est pratiquement privé de sa façade maritime envahie par les troupes japonaises. Donc les Morane 406 montent la garde, aucun incident n'a lieu, du moins jusqu'à l'armistice. À ce moment-là, l'Indochine est coupée de la métropole. Et le Japon va en profiter pour imposer aux autorités coloniales de Vichy la fermeture de la frontière de l'Indochine avec la Chine et va même demander la mise à disposition de bases aériennes au nord de l'Indochine pour que ces avions puissent y attaquer des objectifs en Chine. Vichy s'exécute et signe un accord. Mais les troupes japonaises qui sont sur place, elles semblent le fouler du pied et vont tenter d'occuper manu militari les terrains concédés sans attendre que les troupes françaises ne leur laissent la place. C'est ainsi que va débuter l'incident de Langton, qui débute le 12 septembre 1940 et va durer 4 jours. Pendant ces 4 jours, il va y avoir des affrontements aériens. Les Japonais vont abattre 2 avions de reconnaissance français, des Potez 25, mais un pilote de l'escadrille de chasse 2595 va rendre la pièce aux Japonais en descendant à bord de son Morane 406 un de leurs bombardiers, un Ki-84 Lily, le 26 septembre 1940. Alors c'est une victoire qui ne sera pas homologuée officiellement au pilote français, le sergent William Labussière, pour des raisons diplomatiques. Mais William Labussière est un étrange personnage, un aventurier qui a combattu en 1937 dans l'aviation républicaine espagnole, où selon ses carnets de vol, il a revendiqué 3 victoires aériennes, et il a aussi combattu en 1938 avec les volontaires internationaux dans l'aviation chinoise sous les ordres du colonel Chénaud, où là il a revendiqué 2 autres victoires. Cette victoire qu'il remporte le 26 septembre 1940, c'est tout simplement la seule victoire de l'aviation française contre l'aviation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'incident de Langton a surtout montré la faiblesse des autorités françaises que compte bien exploiter le Siam, aujourd'hui la Thaïlande, dont le Premier ministre, qui s'appelle Plaek Phibun Songkhram, qui est un admirateur de Mussolini et qui de facto est le dictateur du pays, il souhaite récupérer les territoires dont le Siam a été dépossédé par la colonisation française au siècle dernier. Donc des incidents de frontières vont éclater au mois d'octobre 1940 contre la frontière avec le Laos et le Cambodge. Et l'escadrille 2595, qui est forte de 6 Morane, va être rebasée à Siem Reap, c'est-à-dire près du temple d'Angkor,
pour tenter de défendre le Cambodge des incursions de l'aviation thaïlandaise. Au même moment, on va créer une nouvelle escadrille. C'est la 2596. Elle va être équipée de 7 Morane qui ont été piochés dans un stock de 12 appareils vendus à la Chine et débarqués dans le port d'Haiphong suite à l'embargo qu'a décrété le gouvernement français au moment de la déclaration de guerre. Quelques combats aériens vont avoir lieu contre la force aérienne thaïlandaise qui est équipée de chasseurs biplans Curtiss Hawk 3 et même de Curtiss H-75M. Ce sont des monoplans à train fixe qui sont évidemment plus modernes. Elle a aussi quelques avions de reconnaissance achetés soit en Amérique ou livrés par le Japon. Et le 9 décembre 1940, donc un vieux biplan Vaux 93S Corsair est abattu par un pilote de Morane, le maître Châtel, qui est membre de l'escadrille 2596. Le 6 janvier 1941, l'aviation thaïlandaise va attaquer le terrain près du temple d'Angkor et elle va se frotter au Morane 406. Sans résultat pour l'instant, mais dans un second raid, le 10 janvier, un pilote français, l'adjudant-chef Tivolier, se fait officiellement homologuer 2 chasseurs H-75N. Dans les faits, aucun n'est descendu, mais un avion de reconnaissance thaïlandais, un Ki-30 Nagoya, a bel et bien été détruit. Il y a sans doute eu confusion. Par contre, le 14 janvier, un nouveau raid de l'aviation thaïlandaise va détruire au sol 2 Morane 406. Alors que, à ce moment-là, quelques jours plus tard, la marine française va remporter une importante victoire navale à Ko Chang, le 17 janvier 1941. Le Japon intervient diplomatiquement pour mettre fin au conflit qui se termine comme d'habitude pour Vichy par un armistice et la cession de quelques territoires cambodgiens par la France au Siam. Alors donc en Indochine, les Morane vont continuer à voler pour la défense de l'Indochine, mais le manque de pièces de rechange va en réduire l'effectif et les faire fondre comme neige au soleil, malgré le travail de rafistolage réalisé par les mécaniciens français. Le 27 janvier 1942, il y a même 3 Morane 406 qui vont être descendus par surprise par 3 Ki-27 Nate de l'aviation japonaise, faisant un mort et un blessé parmi les pilotes français. Officiellement, selon les Japonais, c'était une méprise, ils les ont pris pour des Américains. Bon. Alors la cannibalisation des Morane et le système D ayant leurs limites, leur dernier vol en Indochine va avoir lieu le 19 septembre 1942. Ça, c'était le premier combat dans un coin perdu. Le second va avoir lieu au Levant. La France possédait officiellement un mandat de la Société des Nations dans les États dits du Levant, qui rassemblent l'actuelle Syrie et le Liban. Il y avait, j'avais expliqué, le GC-17 sur ces Morane 406, premier groupe de chasse équipé du chasseur, qui est resté l'arme au pied pendant la campagne de 40, sans ennemis à combattre parce que l'Italie n'était pas encore entrée en guerre et l'Allemagne n'avait pas accès à la Méditerranée. La situation change à la fin de la campagne de 40. L'Italie est entrée en guerre, donc le 23 juin 1940, 3 Morane 406 sont détachés en Égypte à la demande des autorités britanniques pour soutenir le Royal Air Force dans la défense du port d'Alexandrie, où stationne d'ailleurs une partie de la flotte française. La nouvelle de l'armistice, qui arrive 2 jours plus tard, frappe de stupeur les aviateurs français du détachement, le lieutenant Perron, l'adjudant-chef Ballator et l'adjudant-chef Coudray. Ils refusent de rentrer au Levant, comme leur demandent les nouvelles autorités de Vichy, et deviennent ainsi les premiers aviateurs de la France libre, avant même que la France libre n'existe. Parce que l'appel du général de Gaulle ne leur était même pas connu. Donc ils vont signer un engagement individuel dans la Royal Air Force, et leurs appareils vont recevoir un serial britannique, ainsi que des cocardes britanniques. Ils vont former le French Fighter Flight numéro 2, et avec leurs 3 Morane réduits à 2 suite à un accident, eh bien, ils vont être renforcés par 2 Potez 63-11, qui vont être utilisés comme chasseurs, et ils vont être attachés au numéro 80 Squadron, qui est équipé de Gloucester Gladiator. Et avec leurs collègues britanniques, ils vont participer pendant un mois, à peu près au mois d'août 1940, à la première campagne du désert contre les troupes italiennes du général Graziani, affrontant l'aviation italienne, mais sans remporter de victoire. Au mois de septembre 1940, les appareils du French Fighter Flight 2 vont être affectés à Haïfa pour la défense de la Palestine contre les incursions d'appareils italiens qui venaient larguer des mines flottantes dans le canal de Suez. Donc il y a eu plusieurs décollages sur alerte et même quelques coups de feu sans victoire homologuée. Ceci dit, les archives italiennes permettent de voir qu'un avion italien a été perdu. Alors, donc on ne connaît pas le rapport de cause à effet. En tout cas, ces 2 Morane vont être renforcés d'un 3e. Le 5 décembre 1940, un des chefs d'escadrille du groupe de chasse 1-7, le capitaine Jean Tulane, qui va se couvrir de gloire dans le régiment
Donc les pilotes de la petite unité, qui est rétroactivement rattachée à la France libre, vont être convertis sur Hurricane 1 au mois de janvier 1941. Alors pendant ce temps, au groupe de chasse 1-7, qui est à Rayak en Syrie, enfin au Liban, le temps va s'écouler paisiblement jusqu'au mois d'avril 1941, où dans le pays voisin, en Irak, le Premier ministre qui est arrivé au pouvoir, qui s'appelle Rachid Ali al-Gilani, est un sympathisant de l'Allemagne nazie. Et il va entrer en conflit armé avec les troupes coloniales britanniques locales. L'Allemagne va tenter de lui envoyer un soutien militaire qui va prendre la forme d'un contingent aérien, lequel doit transiter par les terrains français au Levant pour aller en Irak. Vichy va permettre le transfert des aviateurs allemands, ce qui ne plaît pas du tout au commandement local de la Royal Air Force britannique, qui, dès le 14 mai 1941, va lancer ses avions, tenter de détruire au sol les appareils allemands qui transitent par les aérodromes français. Alors, Vichy va ordonner à ses pilotes d'abattre les intrus, et le seul groupe de chasse qui est présent à ce moment-là, c'est le GC-17. Donc il va tenter des interceptions, toutes rendues très difficiles par la faible vitesse du Morane, mais le 16 mai 1941, le sous-lieutenant André Villemain parvient à abattre un Bristol Blenheim près d'Alep. Le 8 juin 1941, les Britanniques, aidés des forces françaises libres du général de Gaulle, vont entreprendre carrément d'envahir tous les États du Levant, alors qu'à ce moment-là, en fait, les Allemands sont déjà partis, suite à l'écrasement des forces de Rachid Ali en Irak. Le gouvernement de Vichy va envoyer des renforts sous la forme de 2 groupes de chasse sur 2 Watine 520. Le GC 1-7, qui est toujours sur ses moranes, va combattre à leur côté, mais son rôle va devenir assez secondaire, mais il va quand même parvenir à remporter 2 autres victoires contre des appareils britanniques, les 4 et 7 juillet 1941, toutes remportées par le pilote Georges Amargé, et même la seconde victoire du 7 juillet a eu lieu la nuit, c'est la seule victoire de nuit de la chasse française de la Seconde Guerre mondiale. Le GC-17 va recevoir durant la campagne un renfort de 10 Morane 406 qui sont partis en vol de France avec des réservoirs non largables qu'on leur a installés sous les ailes. Mais les Morane 406 stockés en France sont dans un tel état que 6 d'entre eux, en raison de problèmes mécaniques divers, vont s'arrêter en route. Il n'y en aura que 4 qui arriveront à destination. En tout cas, le 12 juillet 1941, un armistice est signé entre Vichy et les Britanniques. Le GC-17 a perdu 4 Morane au combat, plus 4 autres détruits par accident durant la campagne. Le reste de l'effectif en Morane va être carrément abandonné sur place. 2 Morane 406 les plus endommagés vont être brûlés symboliquement par les troupes britanniques devant les caméras, et le reste, peut-être une douzaine, va être utilisé par les forces aériennes françaises libres qui vont s'en servir pour l'entraînement des pilotes de leur premier groupe de chasse, le groupe de chasse Alsace, qui est formé à Rayak. La plupart d'ailleurs étaient dans un état lamentable et ne vont pas beaucoup voler. Et enfin, le dernier combat mené par Vichy a eu lieu à Madagascar. Car dans le but d'assurer la défense aérienne de l'île qui aiguise la convoitise des Britanniques, le gouvernement de Vichy obtient, après l'armistice, l'autorisation de la commission d'armistice allemande d'expédier par voie maritime des renforts à partir de ces dépôts de stockage d'Afrique du Nord. Et donc il va envoyer 17 Morane 406 à partir des dépôts d'Afrique du Nord pour y monter une escadrille de chasse coloniale, l'escadrille 565. Donc si la base principale de l'escadrille est à Tananarive, au centre du pays, de l'île, l'essentiel des Moranes vont être basés près de Diego Suarez, qui est le port stratégique principal de Madagascar, avec une immense rade naturelle qui peut abriter toute une flotte de guerre. Les Britanniques craignent que les Japonais ne s'en emparent. Alors, ils vont décider, les Britanniques, d'envahir Madagascar, ou du moins la partie nord avec Diego Suarez. Ils vont lancer l'opération Ironclad le 5 mai 1942. Une flotte britannique qui comprend 2 porte-avions, les HMS Indomitable et l'Illustrious, vont se présenter devant le port et vont attaquer par surprise les troupes françaises prises complètement au dépourvu. 5 Morane vont être détruits au sol et 3 autres endommagés par les appareils britanniques dès le début de l'attaque. L'escadrille de chasse 565 va replier 8 de ces Moranes sur un autre terrain, plus à l'est de Diego Suarez. 2 vont être perdus immédiatement par un incident, et les Moranes qui restent vont tenter de continuer le combat en mitraillant les plages du débarquement.
Un Morane va être abattu par la DCA britannique au soir du 5 mai 42 et le 7 mai à l'aube, c'est là qu'a lieu le seul combat aérien de la campagne. Une patrouille de 3 Morane 406, composée du capitaine Leonetti, le chef de patrouille, du capitaine Jean Assolan et du sergent Laurent, partent attaquer les plages du débarquement et vont tomber sur une patrouille de 4 Grumman Martlet britanniques, c'est-à-dire la version britannique du F-4 Wildcat. Donc une mêlée va s'engager et le chef de la section britannique est abattu par les Moranes français, mais peu de temps après, les Martlets se reprennent et abattent tous les Morane 406. Un des pilotes français, le capitaine Jean Assolan, qui était un pionnier de la conquête de l'aéronautique, ne survivra pas à la chute de l'appareil. Dans la soirée, un cessez-le-feu est conclu à Diego Suarez et Vichy a perdu 12 de ses Morane 406. Il en reste 5 à l'intérieur de l'île et vont tenter de résister pendant plusieurs mois. Ces Morane 406 n'ont plus de pièces de rechange, donc le 1er août 41, il n'y en a plus que 2 en état de vol, et le 20 octobre 41, l'ultime survivant effectue son dernier vol de reconnaissance. Le lendemain, l'escadrille est dissoute, et le 6 novembre 41, l'armistice est signé avec les troupes de Vichy. La victoire contre le Martlet du 7 mai 1942, probablement remportée par le capitaine Leonetti, on ne sait pas, et la dernière victoire remportée par des Morane 406 aux couleurs françaises. Car quelques jours après, c'est le débarquement allié en Afrique du Nord, mois de novembre 42, l'opération Torche. L'aviation française de Vichy, après avoir résisté quelques jours, va finalement reprendre la lutte contre l'Axe. Et les quelques Morane 406 qui restaient stockés en Afrique du Nord vont terminer leur carrière comme avions d'entraînement ou de servitude. Ceux qui se trouvent en zone sud, une centaine, vont être saisis par les troupes allemandes et italiennes qui, ne sachant trop qu'en faire, vont envoyer les plus vétustes carrément au pilon et vont livrer les autres à des États satellites de l'Axe qui vont, eux, les utiliser au combat. Ce que nous allons examiner maintenant. Parce que les Morane 406 n'ont pas seulement porté des cocardes françaises et ont été exportés dans d'autres pays où ils ont volé, et parfois même combattus sous d'autres couleurs. Il est à noter que, sauf exception, tous les Morane exportés sont livrés sans leur canon hispano de 20 mm, en raison de la pénurie de cette arme qui est réservée aux appareils de l'armée de l'air. Donc ce canon pouvait être remplacé par une mitrailleuse, et souvent donc, le canon était remplacé par une arme locale. Il y a eu d'abord des commandes du Morane 406 au moment où il était en phase de développement. 2 contrats d'exportation ont été régulièrement conclus avec l'accord du gouvernement français. La Lituanie en a acheté 13 exemplaires, puis la Chine qui en a acheté 12. Les exemplaires ont bien été fabriqués, mais l'embargo décidé par le gouvernement français au moment de la déclaration de guerre a empêché leur livraison effective. On avait le cas aussi du gouvernement polonais, qui au mois de mars 1939, conscient de l'infériorité de son aviation, a essayé d'acheter des avions modernes. Et le gouvernement français, son allié, lui a proposé donc 150 Morane 406 qu'il puiserait dans ses stocks, que les Polonais ont été contraints d'accepter faute de mieux, puisque la livraison des Dewatin 520 qu'ils ont demandé leur a été refusée, ils n'étaient même pas encore produits. Donc l'invasion de la Pologne va mettre un terme au projet, et les pilotes polonais vont cependant piloter le Morane, mais lorsqu'ils étaient dans l'aviation française, dans le cadre de la constitution de la force aérienne polonaise en exil. Il y a eu une exportation qui a eu lieu, c'est avec la Turquie. Le gouvernement français était soucieux à l'époque de s'attirer les bonnes grâces du gouvernement turc que l'Allemagne courtisait activement. Et la France a offert gratuitement 40 Morane 406 au gouvernement turc qui ont été livrés en novembre 1939. Le gouvernement turc a fait d'ailleurs des pieds et des mains pour qu'on leur livre le canon de 20 mm et ils vont finir par obtenir satisfaction. Alors, ces Morane vont rester en service dans l'aviation turque jusqu'en 1943 et ils vont défendre la neutralité du pays sans combat puisqu'ils n'étaient pas dans le conflit effectivement, et ils vont être utilisés pour l'entraînement jusqu'en 1945. Mais le principal pays à utiliser le Morane 406 au combat a été la Finlande. La Finlande, c'était une ancienne possession de l'Empire russe, dont elle a acquis l'indépendance au sortir de la Première Guerre mondiale. Staline ne l'a jamais accepté et a tenté carrément d'envahir la Finlande le 30 novembre 1939, mais la résistance acharnée du pays lui a attiré la bienveillance de l'Allemagne comme des alliés. La France a offert gratuitement 50 Morane 406 au gouvernement finlandais, dont seulement 30 ont pu lui être livrés avant la fin des hostilités avec la Russie, qui est survenue le 12 mars 1940, la fin de ce qu'on appelait la guerre d'hiver. Tous les exemplaires qui sont parvenus en Finlande ont été affectés
un groupe de chasse, c'est le 28 Lento Leivu, qui est basé dans le sud-ouest du pays. Et ce 28e groupe de chasse a remporté quand même 14 victoires contre l'aviation russe, contre un seul Moran perdu du fait de la DCA. Au début de l'année 1941, l'Allemagne va offrir au gouvernement finlandais 25 Moran 406 qu'elle avait capturés durant la campagne de France, qui ont été plus ou moins remis à neuf, et va ensuite autoriser le gouvernement de Vichy à exporter 20 exemplaires de ces stocks en 1942, auxquels s'ajoutent 2 autres exemplaires qui sont achetés dans les stocks allemands. Donc au total, ça fait 87 Moran 406, et même 11 d'entre eux ont été transformés en Moran 410, qui vont servir dans l'aviation finlandaise, qui va les employer contre l'URSS dans ce qu'on appelle la guerre de continuation, c'est-à-dire quand la Finlande, profitant de l'opération Barbarossa, reprenne la lutte contre l'URSS le 25 juin 1941, dans une situation de co-belligérance avec l'Allemagne, dans le but évidemment de reprendre les territoires dont elle a été dépossédée pendant la guerre d'hiver. Alors, ces Moran 406 vont remporter des succès certains contre l'aviation russe en 1941 et 1942. Ils vont équiper le 28e groupe de chasse, plus un autre, le 14e. Durant toute la guerre, ces Moran vont remporter 121 victoires contre l'aviation russe, contre 42 appareils détruits, dont seulement 25 au combat, au prix de 17 pilotes tués et 14 prisonniers. Le pilote le plus habile était le sergent-major Urho Lehtovara, que vous voyez là. Il a remporté 15 victoires à bord de son Moran 406. Il en a remporté 44,5 durant toute la guerre. Les victoires suivantes, il les a remportées aux commandes d'un Messerschmitt 109. Donc c'est lui, en fait, le top scorer du Moran 406. Alors il est à noter qu'en 1943, les Moran finlandais sont usés par plusieurs années de stockage en France et sont aussi usés par plusieurs mois à combattre dans le froid polaire. Et ça, visiblement, le froid, le Moran n'aime pas. On l'a vécu pendant l'hiver 39-40. Donc les performances des Moran sont sérieusement dégradées et on se rend compte que la plupart ne dépassent même pas les 400 km/h en vitesse de pointe. Donc, en 1944, les 41 Moran 406 finlandais survivants vont être remotorisés avec des moteurs Klimov M105 PP qui font 1105 chevaux. Ce moteur Klimov était un dérivé du moteur hispano 12Y31, moteur hispano que les soviétiques avaient acheté et produisaient sous licence et qu'ils avaient amélioré. Donc, comme le moteur Klimov a à peu près la même taille que l'ancien moteur hispano, ça marche. Les ateliers de l'armée finlandaise ont utilisé ce moteur dont ils avaient capturé un stock et en ont équipé les Moran 406 qui sont devenus les Morkro Moran, c'est-à-dire les Moran fantômes, ainsi baptisés par les Finlandais. Et on s'est rendu compte qu'ils pouvaient atteindre une vitesse de 525 km/h. Donc ils ont tous été équipés d'un canon de 20 mm allemand ou alors d'une mitrailleuse lourde à la place du canon, en plus de leurs 2 ou 4 mitrailleuses d'aile, car pour 11 d'entre eux, j'ai dit, on leur avait installé l'aile à 4 mitrailleuses du Moran 410. Alors ils vont combattre toute la guerre durant et les derniers Morkro Moran vont être retirés du service en 1948 et ferraillés 4 ans plus tard. Enfin, il y a un dernier état satellite de l'Axe qui a utilisé le Moran, c'est la Croatie. La Croatie était dirigée par un dictateur fasciste du nom de Dante Pavelić. Et ce pays se battait depuis sa création en 1941 contre une rébellion armée sur son propre sol, contre les partisans du maréchal Tito. Et ils ont utilisé d'abord un reliquat de vieux avions de l'ancienne armée yougoslave. Et en avril 1943, devant les difficultés rencontrées par le gouvernement croate, Hitler se décide à fournir des renforts à l'aviation de son allié. Comme il en a très peu à gaspiller dans sa production, il va faire livrer tout ce qu'ils ont pu capturer en Moran 406 au moment de l'invasion de la zone sud. Donc c'est un total de 46 Moran qui vont partir. Et les Moran sont à ce moment-là complètement dépassés, incapables de se battre contre l'aviation alliée, forcément. On a déjà des raids américains sur la Croatie. Mais ils vont être utilisés pour des missions de reconnaissance et d'attaque au sol contre les partisans yougoslaves. Et ceux-ci, d'ailleurs, ces partisans, le 21 septembre 1944, vont réussir par un coup de main audacieux à s'emparer d'une ville, la ville de Banja Luka, et là ils vont capturer 3 Moran en état de vol au sol. Ils ont aussi des pilotes, et ils vont les retourner contre leurs anciens propriétaires, et l'un d'eux va même descendre un avion de liaison allemand le 27 septembre 1944.
Donc en 1945, les derniers Morane croates sont rassemblés à Zagreb, ne servent plus qu'à l'entraînement et on perd leurs traces. Aucun ne semble avoir survécu à la guerre. Mais le plus grand utilisateur étranger du Morane n'a pas été un État satellite de l'Allemagne, c'était la Suisse. La Suisse a déjà acheté 2 exemplaires du Morane 406 produits en France et va en 1938 et va acquérir une licence de production pour réaliser sur son sol un total de 84 appareils Morane 406 qui sont produits par la firme EKW sous la désignation de D3800. Ils sont équipés du même moteur Hispano 12Y31 qui est également produit localement sous licence par la société Adolphe Saurer AG. La société EKW va ensuite réaliser une version évoluée, le Morane 412, qui reprend en fait les modifications du Morane 410, mais qui est équipé d'un moteur Hispano-Suiza 12Y51 plus puissant qui fait 1050 chevaux. Donc on a un total de 224 de ces Morane 412 qui vont être réalisés jusqu'en 1948 sous la dénomination de D3801. Et enfin, on a un dérivé du Morane 450, le D3802, qui va être réalisé en Suisse en 1944 et construit à 11 exemplaires. Donc, ils vont être retirés du service dans les années 50, mais donc tous ces Morane suisses ont équipé un total de 4 escadrilles, des Flieger Compagnie, à compter de l'année 1940. Ils en équiperont d'ailleurs jusqu'à 11 pendant la guerre, et ont participé, notamment le 4 juin 1940, à des combats contre les incursions d'appareils allemands dans leur espace aérien sans y remporter de victoire. Toute la guerre durant, ils vont effectuer des patrouilles pour garantir la souveraineté suisse et ils vont même remporter 2 victoires aériennes le 1er janvier et le 6 juin 1944 en descendant un Fiat RS-14 allemand et même un Junkers 52 qui ont refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur a été donné d'atterrir. Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, les Morane sont tous relégués à l'entraînement pour être finalement réformés en 1959. Et c'est d'ailleurs de Suisse que nous viennent actuellement les Morane 406 qui ont survécu de nos jours. Ce sont tous des D3801. L'un d'eux a été acquis par le musée de l'air du Bourget. Il a été repeint en couleur française comme si c'était un Morane 406 de 1940. Et on pouvait le voir il y a quelques années, mais il n'est plus exposé au public actuellement, il est dans les réserves. Il y a un autre exemplaire qui est exposé en Suisse, au musée de l'aviation de Dubendorf, près de Zurich. Vous pouvez voir sur cette photo. Et enfin, un dernier exemplaire a été remis en état de vol à la fin des années 1990 et peut être aperçu dans les meetings en France, à la Ferté-Alais notamment, ayant été pour un temps repeint aux couleurs de l'aviation française de 1940 et actuellement, je crois qu'il porte les couleurs de l'aviation suisse. L'escadron 1-2 Cigogne, l'escadron d'Afrique, le déménagement de l'escadron de Résiste, et il va se désorganiser de l'escadron 1-2 Cigogne, la gestion de ces sacs. Néanmoins, vous avez vu cet avion de couleur de l'escadron 1-2 Cigogne de 1939, chaque avion avait un numéro P152 avec des Curtis Road H75 présenté devant vous qui appartient à un ingénieur mécanicien civil, M. Godet en Suisse, qui a présenté longtemps sous les couleurs de l'armée de la Suisse, puisque l'avion du 1-2 Cigogne en 1939 avait été affublé dans notre province. Cet avion
sur la dérive. Pour vous documenter sur le Morane 406, le meilleur ouvrage que vous pourrez trouver est celui-ci. Il a été édité par une équipe collective du groupe Le La Presse. Il figurait notamment Gaston Botquin, qui était un spécialiste, qui est décédé actuellement. Cet ouvrage, vous ne pourrez plus le trouver malheureusement, puisqu'il a été édité il y a 25 ans et il circule encore sur le marché de l'occasion. C'est le plus gros ouvrage jamais écrit sur le Morane 406. Il est en cours de réédition par le même groupe de presse et il sortira, on ne sait pas quand. En attendant, vous avez aussi cet ouvrage qui est plus récent, l'Encyclopédie des avions de chasse français, qui a été réalisé par Christian-Jacques Ehrengardt aux éditions Caractère, que vous pouvez encore acheter sur leur site. Il parle de tous les avions français et il y a effectivement un chapitre beaucoup plus synthétique sur le Morane 406, mais qui recense exactement tout ce que vous avez besoin de savoir. Et enfin, signaler l'excellente revue Les Ailes, dirigée par Mathieu Coma, qui avait participé à l'époque à la rédaction d'ouvrages sur le Morane 406. Il y a de nombreux articles sur l'aviation française de la période de mai-juin 1940, entre autres. Et je tiens à le remercier chaleureusement pour les quelques photos qu'il m'a envoyées, utilisées dans le cadre de cette vidéo.